Shabbat tov à tous. Merci. Merci de nous suivre sur Histoire du Rabbi ou Parole de Torah. Et avec Déborah, jeudi soir, je disais que je rencontrais David Lefrançois, mon ami qui est là, et il a une histoire extraordinaire à vous raconter. Et moi, j'ai été ébloui par son histoire, surtout tout le contexte. C'était, je peux déjà te parler. Mais dis tout. Vas-y, balance. Dracula. Vous connaissez Dracula? Et il va nous parler de Dracula. Alors pourquoi sur cette page? Parce que c'est quand même une tchouva énorme, une approche au niveau de la Torah qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je voulais vous la faire partager ici et maintenant. Pourquoi on est ensemble aussi? Parce qu'on prépare, comme avec Déborah, vous l'a annoncé jeudi, le dimanche 7 mai, on a une énorme journée à Jérusalem qu'on fait ensemble. David Lefrançois n'est plus à présenter. Si vous regardez sur YouTube qui il est, vous verrez que c'est un psychologue, sociologue, coach, directeur de l'Institut des neurosciences de Paris, c'est ça? C'est ça. Voilà, et c'est plus à présenter, mais je voulais vous le présenter quand même pour la première fois sur Histoire du Rabbi ou Parole de Torah. Merci à vous d'être là, et je vais le laisser parler. Non, je vais te poser quand même des questions, je vais t'embêter avec plein de questions. Alors, raconte leur histoire, moi je la connais déjà, mais elle est tellement magique, cette histoire où tu es parti pour la première fois, tu as su que tu étais juif. Exact. En fait, j'espère que vous avez du temps. Je vais vous expliquer un truc. Ce qui est d'abord important, c'est, moi je trouve que, déjà ma naissance, je trouve que ça c'est un miracle. Parce que ma mère, elle attendait un enfant, elle était persuadée qu'elle avait des jumeaux, à l'époque il n'y avait pas encore, c'était les balbutiements de l'échographie, et ma mère dit, monsieur, ça bouge tellement là-dedans, je suis sûr que j'ai des jumeaux, et tu m'as, là, mais écoutez, moi je connais mon métier, arrêtez. Je suis né le deuxième, et en fait mon père n'était pas là. Et la sage-femme est venue voir très rapidement ma mère. Ils ont dit l'administratif va se fermer, il faut trouver un prénom à ce garçon. Comment vous l'appelez? Mon frère s'appelle Jérôme. Elle dit écoutez, je sais pas, non, mais on ne peut pas attendre votre mari. David. Et moi, je suis toujours posé la question à ma mère, je dis maman, pourquoi David? Elle me dit mon fils, je ne sais pas. La seule chose, tu avais une référence? Un livre, un truc, un héros. Quand tu donnes le prénom à quelqu'un, tu as souvent une référence. Tu vois. Sûr. Elle me dit aucune. C'est juste le prénom qui m'est venu à l'oreille tout de suite. Et cette femme, elle me mettait tellement la pression que je me suis dit, j'espère que ça va plaire à mon mari. Et puis finalement, ça a plu à mon père. Je me rends compte pendant que tu dis le mot David, que je t'ai parlé tout à l'heure de David, du Dalet, simplicité, humilité, le verbe, la conjonction de coordination et David. Et j'avais pas que je parlais à un David déjà. Mais c'est un David, tu parlais à un David. Et tu vois déjà, rien que cette Royauté. histoire-là, c'est la première pierre angulaire de mon histoire. Et puis ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai lu Dracula, de Bram Stoker, qui est un livre qui m'a bouleversé, parce que d'abord, j'ai fait des cauchemars pendant des mois, et j'étais passionné par les vampires. Dès qu'il y avait un film sur les vampires, je regardais ça. Et j'ai fait après mes études de psychologie, j'ai étudié Jung, et Jung avait une théorie sur le soi divin. L'une des différences majeures entre Freud et Jung, c'est que Jung disait que on a un soi divin, en clair, on a une partie divine en nous, et quand on s'y connecte vraiment, on peut répondre à nos propres problèmes, et puis on peut répondre à nos propres besoins. En revanche, quand on a écarté cette dimension divine en nous, en fait, on va être obligé d'aller se nourrir chez les autres. Et moi, quand je reçois ce cours-là, je regarde mon proche, je fais c'est exactement comme Dracula. Il me dit, je vois pas le rapport. En fait, Dracula, a vraiment existé, il s'appelle le comte Vlad, et Dracula, c'était un guerrier sanguinaire qui menait des croisades pour Dieu, et puis un jour, il va alors, Dracula, on l'appelait Dracula l'empaleur, le buveur de sang. Pourquoi? Parce qu'il empalait sur le pieu tous les ennemis. Exact. Et il buvait 5 centilitres du sang de son pire ennemi. Voilà. Du chef, à chaque fois qu'il avait gagné. Donc on l'appelait le buveur de sang. C'est pour ça le mythe du vampire et tout ça. Et le mythe du pieu aussi, c'était là aussi. Et un jour, il a combattu les Turcs, il a gagné. Et les Turcs, pour se venger, envoyaient un messager juste avant lui, voir sa femme pour dire voilà, votre mari est mort au combat. Elle s'est jetée dans le Danube. Et lui, en fait, pétri de douleur, il a rejeté Dieu. Et c'est à ce moment-là où il est condamné. Pour vivre, il devra se nourrir du sang des autres. Et errer dans les ténèbres. Et moi, je décide de faire mon mémoire là-dessus. Et mais quand je dis un carton, c'est un carton plein. J'ai dû faire peut-être une quarantaine d'universités en Europe, même aux États-Unis, pour donner des conférences sur un concept que j'ai appelé le vampirisme psychologique. Voilà. Le vampirisme psychologique. Et faut partager, parce que là, on n'est que 25, c'est pas possible, l'histoire du Rabbi ou Parole de Torah. Alors allez-y, partagez pour écouter son histoire, même si je sais que vous allez partager après. Tu sais, le vampirisme psychologique, c'est un truc qu'on a tous vécu. Toi, tu es dans une pièce, t'es bien, et puis tu as une personne qui débarque qui n'est pas bien,
tu passes 20 minutes avec elle, elle part, elle est bien et toi t'es pas bien. Il y a eu un transfert d'énergie, tu viens de te faire pomper ton énergie. C'est ça le vampirisme psychologique. Et j'expliquais le fait que quand Il y en a beaucoup alors. Le fait que quand on n'était pas bien, ouais, il y a beaucoup de vampirisme qui s'organisent. Et le fait que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas... Jung il disait ça très très bien. Si vous ne rentrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez en manque vers l'extérieur. Mais quand il parlait de rentrer en profondeur à l'intérieur, c'était en connexion avec la part divine. Voilà. Et Ben Chetrit aussi, Yahya Ben Chetrit, il dit un truc qui est très très beau. Il disait, vous savez, le niveau d'agression extérieure dépend de votre vie d'intérieur. Mais on est toujours sur la même histoire, en fait, en vrai. Enfin bref, moi je donne des conférences là-dessus, je m'éclate. Et puis un jour, je vais donner des conférences pour la Guilde européenne pour le développement des pays de l'Est, où tous les pays qui rentraient en Europe, on était 7 experts, et moi c'était la psychologie et la motivation. Et comme j'avais un peu de temps en week-end, j'ai demandé à ma traductrice de m'emmener voir le château de Dracula, et j'avais la référence du village, du nom du village où était enterré mon arrière-grand-mère. Je me suis dit peut-être que j'aurais cette occasion une fois comme ça dans ma vie de voir. Oui, juste historique, c'est que tu ne savais pas que tu étais juif du tout. Ah, pas du tout. Ça s'appelait David Lefrançois. Moi, j'ai grandi dans une famille, ma mère entre guillemets, se disait catholique, pas pratiquante. Mon père athée à 100%. Voilà. Et moi, quand j'ai fait de la psychologie, on m'a pris un peu pour un dingue, quoi. Voilà. Mec, tu veux faire du business, fais des affaires comme tout le monde, fais un truc sérieux, mon fils, tu vas faire n'importe quoi. Grandi chez les jésuites, c'est ça? J'ai grandi une partie de ma vie chez les jésuites. Voilà, juste pour remettre le contexte, que quand il y va, il demande les références de c'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé voir ce château. On a été invité par le monsieur qui tenait le château. Et ensuite, j'ai dit à ma traductrice, bon, viens, on y va, quoi. Parce que on est en Roumanie, on est dans les Carpates, et à 15h, il fait sombre, et c'est la nuit, lugubre. quoi. C'est Dracula, il avait vraiment choisi son terrain, quoi. C'est lunaire. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, on a le temps. Et en fait, quand on sort, je vais vers la voiture, elle me dit, te dirige pas vers la voiture, on peut y aller à pied. Et genre, à 500 mètres du château, il y avait un cimetière, avec une partie catho, et puis un carré juif. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, 83 ans. Et quand elle dit, voilà, ce monsieur s'appelle un tel, il a son arrière-grand-mère qui est dans ce cimetière. Et le type m'a regardé, mais trop bizarrement, genre, j'étais un extraterrestre, quoi, tu vois. Et il nous emmène, on traverse une petite ruelle, puis on rentre dans le carré juif. On est devant une tombe, et effectivement, tous les noms correspondent. Et il y a une belle Magen David de partout. Alors, tu te poses quoi comme question? Non, mais moi j'étais persuadé que... Je regarde l'expérience, je pense qu'il se trompe, tu vois. Donc on arrive devant la tombe, elle me dit c'est là. Je dis mais non, c'est pas là, parce qu'on n'est pas juif dans la famille, il n'y a pas de juif dans notre famille. C'est la première fois que tu entends parler de ce truc juif, machin. Non, parce qu'en fait, moi je donnais déjà des conférences pour plusieurs années, et très régulièrement, au moins 7 ou 8 fois, on était venu me voir pour me dire est-ce que vous êtes juif? Et je leur disais non, parce que la façon dont vous parlez, la façon dont vous enseignez, c'est très théorique. J'écoutais rien à voir. Incroyable. Rien à voir du tout. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 28 ans. Ok. J'ai 28 ans et lui me dit non, je suis sûr, c'est là et tout ça. J'ai très bien connu cette femme. Et moi, je dis à la traductrice, j'écoute, 83 ans, il ne doit pas avoir toute sa tête, il doit confondre, je sais pas. Et le monsieur m'a regardé avec ses yeux perçants. Il m'a dit écoutez, monsieur, je parle bien votre langue. Je parle bien français. J'ai toute ma tête. Cette femme, c'est votre arrière-grand-mère, je l'ai très bien connue, c'est une de mes meilleures amies quand j'étais petit. Incroyable. Elle a été raflée en 42, regardez la date, machin truc, je peux vous dire ce qu'elle a fait. Ensuite, elle a construit des... Et voilà, et puis à partir de ce moment-là, j'ai fait des vraies recherches. Et puis j'ai appris plein de choses intéressantes. Et tu avais fait la Brit Mila? Non. Donc du coup, en fait, moi, ça m'a pris après à peu près 8 ans pour vraiment me positionner, comprendre, aller faire des recherches. Et puis j'ai fait ma Brit Mila, j'avais 36 ans. Waouh! Donc, vous voyez, pour tous ceux qui veulent, qui se retrouvent et qui veulent faire la Brit Mila ou qui ont peur ou quoi que ce soit, tu leur dirais quoi? Parce qu'il y a plein de gens des fois qui veulent pas faire le pas, qui veulent faire tchouva, ou des gens qui, voilà, et ils ont découvert qu'ils sont juifs et ils osent pas. Incroyable. Je crois que ça fait partie de l'alliance. Et puis surtout, il y a un moment donné, c'est aussi important dans ton histoire de marquer le changement. Et le changement physique, c'est aussi un changement qui permet aussi un renouveau psychologique. Et on est sur la Brit Mila, on est sur une partie de l'homme qui est très intime. Donc,
Moi, je vais te donner un exemple, un truc qui est une anecdote qui vous fait rire. En tout cas, je l'espère, mais j'ai un père qui était un homme formidable, mais qui fait partie de ces anciennes générations qui disait jamais c'est bien. Tu vois, quand tu avais des résultats de ouf, c'était normal. Quand tu faisais de la compétition sportive, c'était normal. Et je fais ma Brit Mila, je vous rappelle, j'ai 36 ans, quoi. Et 3 semaines plus tard, je vais dans ma famille. Je suis en train de prendre ma douche, je sors de ma douche, et mon père rentre dans la salle de bain et fait mon fils. Écoute, je suis désolé, mais je suis vraiment curieux. Je t'ai vu depuis que tu es tout petit, t'es nul, laisse-moi. Et il m'a regardé nu, il m'a dit bravo. Et j'ai dit, mais papa, t'es pas normal. J'ai été premier à l'école, j'ai premier en sport, machin truc. Jamais un bravo. Là, on me coupe le kiki, tu dis bravo. C'est quoi ces critères? Il me dit, mais tu sais, pour moi, ça c'est un acte de courage. Et c'est par ça que je vois que t'es un homme. Wow. Et c'est-à-dire, et le gars, je vous le répète, athée à 100%. Mais pourtant, mon retour au judaïsme, le fait que je sois avec une femme juive, mon père adorait profondément Sarah, il la respectait, c'est-à-dire que j'ai vu mon père se transformer à travers mon judaïsme. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Et donc, moi, je me suis mis au judaïsme, et puis après, plusieurs années plus tard, j'ai fait une vraie tchouva. Et c'est ce qui m'a, je pense, rendu l'homme le plus heureux. Ah, vous avez eu une histoire extraordinaire là ce soir. Merci beaucoup, David. C'est génial. Non, mais attends, de l'entendre. C'est un truc de fou. On rencontre pas tous les jours. Et c'est super important de diffuser ce genre d'histoire. Pourquoi? Parce que tu dis des fois, t'es pas tout seul. Il y en a certains qui veulent revenir à la Torah. Des fois, c'est pas simple. Des fois, il y en a qui font rien. Et tu viens d'un monde, quand même. Où... Ah non, mais je viens de très, 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 très loin. Mais en même temps, c'est pour ça que je me suis permis de vous raconter l'histoire depuis ma naissance. Parce qu'on s'aperçoit que Hachem, il organise tout pour que ça se passe. Ah, grave. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai eu des vraies scissions avec la religion. J'étais passionné de psychologie. Après, j'ai étudié à l'université la philosophie des religions comparées. C'était avec le bouddhisme. Mais, j'ai grandi de 12 ans à 17 ans. J'étais dans une famille bouddhiste. Le père était bouddhiste, la mère était shintoïste. Enfin, un truc... Et je sortais de chez les jésuites. Tu vois? Tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Et tout ça, je me dis que finalement, tout s'est toujours organisé. Et en même temps, tu sais quoi? J'ai toujours été profondément passionné par l'idée de Dieu. C'est-à-dire que j'ai vu des choses, par exemple, chez Jésus, qui n'étaient pas clean. Et en même temps, j'ai compris que c'était une erreur, qui était une erreur humaine de ces personnes-là, de 2 personnes, j'ai des frères quand même. Mais j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours mis Dieu. Alors, après... La Torah, elle te permet, tu sais, quand on dit religion, c'est religaré, ça permet de te relier. Notre religion, elle nous permet de nous relier de façon encore plus puissamment à Dieu et d'en sortir l'essence. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça a été j'étais propulsé. Tu as dit Hachem fait en sorte de ramener les siens. Il y a plein de messages après. Ah ouais? Mais tout le temps. Ah mais c'est clair, c'est une histoire. Et des histoires comme ça, mais autour de moi, quand tu parles, en fait, tu t'aperçois qu'il y en a plein. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Braoudé, tu vois, le réalisateur, Patrick Braoudé. Oui. Et oui. Son épouse, Gila, c'est une amie à moi. Et un jour, il me raconte, c'est une histoire aussi pareille, il me raconte qu'il a un de ses neveux qui veut se marier avec une Goya et qui leur dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait, le samedi, avoir une bénédiction du curé et une bénédiction du rabbin? C'est pas possible. Son frère, en plus, qui est ultra religieux, qui dit, vous êtes fous. Donc, ils organisent une réunion genre 2-3 semaines avant, avec une mère profondément antisémite qui dit, moi je vous préviens, les juifs, les trucs, les you-you, trucs d'arabe, c'est pas la peine, machin. La sale ambiance, tu vois. Et du coup, Patrick s'en va, écoute, vous êtes gentil, mais nous, samedi, on sera pas là, quoi. C'est Shabbat, on peut pas. Ah non, mais ce sera le samedi, rien d'autre, machin truc. Bon, le neveu, il dit que je vais quand même épouser la petite. 3 mois plus tard, la grand-mère, elle tombe gravement malade. Et elle dit, écoutez, mes enfants, je vais partir. Elle dit à sa petite fille, je t'en supplie, va dans mon coffre-fort. Il est dans la maison, tel endroit, tel chiffre, va chercher les papiers. Et en fait, la femme, c'était une Lévi. Oh, une Lévi, donc qui avait caché à l'arrivée de la guerre, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle... La mère de la fille, donc celle qui est antisémite. La grand-mère. Ouais, mais donc celle qui est antisémite. Mais grave. La fille, elle, super heureuse, parce qu'elle voulait faire sa conversion. Elle était partie dans l'esprit de faire sa conversion, parce que elle avait compris à travers la difficulté de l'organisation du mariage que finalement, la dimension juive, judaïque de son mari était importante.
Alors elle était ravie au possible, ils ont fait une ketouba, et du coup les deux sont devenus super religieux. Et la mère, elle est rentrée en dépression totale. Tu l'as trompé, hein? Pas du tout, pas du tout. Ah, de folie. Mais des histoires comme ça, il y en a plein, quoi. Où, un jour, j'ai un copain qui me parle d'une... Il avait sa femme de ménage, elle chante, et un jour, elle dit, mais tu sais que tu es en train de chanter des chants juifs. Elle me dit, mais c'est ma mère me chantait ça quand j'étais petite. Et ta mère? Elle était portugaise, tu vois. Et mais c'est pas possible, machin truc et tout. Ils ont commencé à gratter un tout petit peu, pareil, lignée juive. Wow. Et il y en a plein. Je suis sûr qu'il y en a plein aussi sur le groupe, en tout cas partagé. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'était énorme. Et je pense que de toute façon, ça va se diffuser. Parce que ce genre d'histoire, c'est important. Pourquoi? Parce que ça ravive la flamme dans chaque juif. Même d'entendre ça, ça fait plaisir parce que les gens, ils entendent ça. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand soit on s'annule et qu'on fait vivre Akadosh Baruch Hu à l'intérieur, en fait, quand je vois l'autre, pourquoi je le juge pas? Pourquoi je dois pas le juger de la paracha de cette semaine? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu à travers lui. Donc à travers ton histoire, chacun va retrouver Akadosh Baruch Hu. À travers chacun va entendre Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est pour ça qu'on est tous unis. Et c'est la même lumière. Et tu sais, Yushine, on est sur, comment ça s'appelle, Rabbi? Histoire du Rabbi ou parole de Torah? Ou parole de Torah. Moi, je suis très fier aussi de parler ce soir parce que je suis très attaché au Rabbi. Parce que je trouve que quand j'ai fait Tchouva, ce qui a favorisé ma Teshuvah, c'était vraiment aussi la façon dont j'étais accueilli par les rabbins. Ça, c'est vrai. Et on peut dire tout ce qu'on veut. Le Rabbi à travers son histoire, les rabbins à travers le... Alors naturellement, toutes les communautés sont importantes, mais moi, celle-ci, je me suis senti tellement accueilli comme j'étais, avec mon histoire. J'ai pas eu de jugement. J'ai un père Goy, on m'a rien dit. On a fait que m'encourager. Et en fait... Voilà, donc toutes les personnes qui me connaissent, la communauté de Neuilly, les rabbins, ici aussi à Ramat Aviv, et ben en fait, ils ont vraiment fait que je me suis engagé aussi de me rapprocher d'Hachem. Et c'est pour ça que le message du Rabbi en règle générale, j'aime. Voilà, donc c'est pas par hasard en plus que tu es sur la page Histoire du Rabbi ou Parole Torah. Merci beaucoup David de ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous de partager. Et vous avez intérêt à partager, comme il a dit, vas-y, partagez. Alors, je vous le répète, ceux qui partagent cette vidéo sont bénis sur 12 générations. C'est énorme. Ah ouais, énorme. Shabbat Tov et à très vite. Et ceux qui veulent nous voir, bien sûr, le 7 mai, on sera rendez-vous à Jérusalem si tu veux. Et peut-être, si tu veux, partout dans le monde. Hein. On va en faire à Paris, partout. À très vite et à très bientôt. Bye bye. Bye.